J'ai pas tiré un sujet facile, comme on dirait, hein, parce que puissance européenne et Daesh, comment définir le rapport de force? D'abord, je ne suis pas sûr que ce soit une question de force. Si c'était une question de force, ce serait simple. Vous avez peut-être entendu le ministre des Affaires étrangères dire sur une radio que Daesh, c'est 30 000 hommes, ce serait bien tous les diables si une coalition aussi large que celle qui s'est constituée n'arrivait pas à bout de 30 000 hommes. Ben oui, mais justement, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Et ça pose un problème qui est devenu classique en relations internationales. La force, qu'est-ce que c'est? Vous savez, il était un temps où on disait le pape combien de divisions, et c'est peut-être parce qu'aujourd'hui le pape n'a pas de division qu'il a une parole plus libre dans le débat intellectuel actuel, et que finalement l'émancipation des logiques de force permet d'accéder à un discours et une pratique peut-être plus en phase avec ce monde que j'ai l'habitude de dire non plus international. Moi, il est bien que je prenne bientôt ma retraite de professeur de relations internationales parce que cette formule n'a plus grand sens. Moi, j'aime mieux dire des relations intersociales. C'est-à-dire que nous sommes entrés avec la mondialisation dans un système qui est plus intersocial qu'international. Donc l'idée de force, déjà, devient vaporeuse. Y a-t-il une puissance européenne? On est sceptique. Est-ce que d'abord on peut en parler au singulier? Je suis très sceptique. Est-ce qu'on peut encore marier le nom de l'Europe avec le substantif de la puissance? Je ne sais pas. Et puis Daesh, qu'est-ce que c'est? C'est pas non plus évident. Moi, j'ai l'habitude de définir Daesh comme Al-Qaïda, comme AQMI, comme AQPA, comme Jabhat al-Nusra, etc., comme étant des entrepreneurs de violence. C'est-à-dire que ce ne sont pas des États, c'est absurde même d'admettre hors du débat politique scientifiquement Daesh dans la catégorie des États. Je pense que Fustel de Coulanges n'accepterait pas ce genre de catégorisation. C'est un entrepreneur de violence au sens weberien du terme entrepreneur, c'est-à-dire effectivement un acteur qui mobilise un certain nombre de moyens pour obtenir des objectifs définis en finalité. Cet entrepreneur de violence vient en quelque sorte gérer une fraction de la population qui est en situation, alors vous parliez d'humiliation, de frustration, peut-être, risquons la formule, de demande sociale de violence. Et donc, s'il y a un offreur de violence, il y a un demandeur social de violence. C'est plutôt ainsi que je poserai le problème. Bon, ceci étant, vous savez qu'il est du rituel de questionner le sujet et donc de montrer toutes les ambiguïtés et les difficultés qui ne vont pas nous quitter ce soir. Je voudrais, pour lancer la discussion, je ne suis pas là non plus pour faire un discours ex cathedra, pour lancer la discussion, dire que derrière cette question, il y a trois contradictions qu'il faut savoir mesurer, et il y a toute une série de malaises. D'ailleurs, les seconds sont liés, bien entendu, aux premières. Première contradiction, moi, dans mon esprit, dans mes recherches, c'est quelque chose d'absolument majeur, fondamental. Si j'avais une phrase à prononcer, c'est celle qui va venir, et puis je m'arrêterai, parce que tout le reste me paraît superflu. Je dirais que la faiblesse principale de l'Europe, c'est de ne pas avoir su découvrir l'altérité. La faiblesse propre à l'Europe, c'est qu'elle est toujours au Congrès de Vienne. Le Congrès de Vienne, on a célébré dans une extraordinaire discrétion son bicentenaire, comme vous le savez. Mais ce Congrès de Vienne, moi, il me paraît absolument... Ah, jouez pas avec votre portable, monsieur, ça, je ne supporte pas. Vous savez, ça fait partie des maladies. Ah bon, d'accord, bon. Ah bon, ah, on n'arrête pas la technique. Le Congrès de Vienne, il est... Excusez-moi, alors. Le Congrès de Vienne, il est emblématique. Il est emblématique, finalement, comme vous le savez, de l'invention de la première gouvernance dans l'histoire des relations internationales. C'est-à-dire que pour la première fois,
apparaît l'idée qu'il est bon pour les chefs d'État de se concerter, de suivre l'actualité, d'échanger sur cette actualité et éventuellement de réagir à un certain nombre d'événements considérés comme déstabilisateurs. C'est le premier acte de gouvernance dans l'histoire des relations internationales. Mais cet acte de gouvernance, il avait deux particularités. D'abord, il était foncièrement conservateur. La déstabilisation, ce n'était pas la déstabilisation de l'Europe, c'était la déstabilisation des régimes politiques européens. Mais surtout, et c'est là que je concentre mon argument, le Congrès de Vienne se constituait à une époque où l'Europe était seule au monde. Elle était seule au monde parce que le reste du monde soit resté dans l'inconnu, soit était plongé dans une marginalité que l'on construisait déjà comme élément d'infériorité. Je pense à la découverte progressive de l'Asie, de la Chine en particulier, et le statut de la Chine dans cette mondialisation montante est quelque chose de tout à fait passionnant à étudier, soit il était carrément colonisé. Donc l'Europe, non seulement a inventé les relations internationales modernes, Westphalie, vous parliez de la souveraineté, de Bodin jusqu'à Hobbes et jusqu'aux philosophes du XVIIIe siècle, non seulement l'Europe a inventé l'international moderne, mais le premier système international qui s'est constitué, admettons 1648, est un système international où l'Europe était seule jusque, en fait, 1989. Parce que l'entrée très progressive et tardive des États-Unis dans le système international ne s'est faite que par une sorte de conversion très intéressante à étudier des États-Unis en puissance européenne. Au nom de la doctrine Monroe, tout le XIXe siècle ou presque, les États-Unis ne s'intéressaient pas au concert européen. Ils ont commencé à s'y intéresser en 1885 avec le congrès de Berlin sur l'Afrique. Et puis ensuite, leur entrée dans le jeu européen s'est traduite par une européanisation de leur action, et notamment à travers les deux guerres mondiales. Et ensuite, le système bipolaire, qui était un condominium américano-soviétique, venait prolonger presque sous assistance respiratoire, ce système international foncièrement européen. Le grand problème, c'est qu'à partir de 1989, l'Europe n'était plus seule au monde. Le bouquin que je suis en train de finir, là, va sortir, intitulé « On n'est pas seul au monde ». Et cette incapacité de se situer par rapport à une extériorité, de penser l'extériorité à travers le concept très dangereux d'universel, et d'universalité. L'universalité, c'est quoi? Que tout le monde soit fait à mon image et que tout le monde me ressemble. Au lieu de le penser en termes d'altérité. C'est-à-dire il y a d'autres acteurs, porteurs d'autres enjeux que les nôtres, porteurs d'une autre historicité que la nôtre, porteurs éventuellement d'autres cultures que la nôtre, et qui surtout sont porteurs, et nous y voilà, d'une conflictualité qui n'est pas la nôtre. Et ça nous renvoie au point d'aboutissement de cette contradiction, à savoir que l'Europe qui se croit seule au monde, pour la première fois doit faire face à ce défi, que le champ de bataille du monde n'est plus européen, n'est plus en Europe. Et se pose une grande question qui est complètement occultée dans le débat, c'est comment peut-on gérer des conflits dont on n'est pas les producteurs, autrement dit, comment peut-on s'approprier le conflit des autres. Et à mon sens, la contradiction fondamentale qui est à la base même des difficultés rencontrées par l'Europe, c'est qu'elle fait comme si sa gouvernance pouvait régler les questions moyen-orientales ou nord-mésopotamiennes, et comme si ce conflit pouvait devenir son propre conflit. C'est là d'ailleurs, peut-être on abordera cette question dans la discussion, mais ça me paraît très intéressant à suivre, que la posture européenne aujourd'hui, je vais y revenir dans un instant, est assez éclatée, fragmentée et divisée, mais surtout que la posture américaine est tout à fait différente. Sortie du temps néoconservateur, l'obamisme, dont je pense qu'il en restera vraiment quelque chose, parce que c'est un grand tournant dans l'histoire des relations internationales et de la politique étrangère américaine, remet en cause cette idée de la capacité de la puissance ou de la superpuissance de gérer tous les conflits dans le monde. D'où effectivement ce décalage qu'il y a entre la vision du président américain et par exemple du président français. Ça, c'est une contradiction majeure, étouffante. La deuxième contradiction, c'est
la capacité réelle de l'Europe d'assurer la gouvernance mondiale. Alors, vous savez, la capacité, c'est quelque chose que nous, politistes, nous avons beaucoup de mal à analyser. La capacité d'une puissance. Bon, la capacité, c'est d'abord une capacité objective. C'est a-t-on les ressources d'eux? Là, c'est pas terrible, c'est-à-dire, comme vous le savez, les États-Unis, c'est 43% des dépenses militaires mondiales. L'Europe, c'est les 28 tous réunis autour de 36-37%. Bon. Mais ça ne veut rien dire. Et je vais revenir dans un instant, l'Europe réunie. En réalité, les budgets nationaux sont très très loin derrière. La France, c'est 8% des dépenses militaires mondiales. Si vous les comparez aux 43% américains, c'est effectivement tout à fait réduit. En termes de part du PIB, les dépenses militaires américaines, c'est 4,5% du PIB. Les dépenses européennes, c'est aux environs de 1,7-1,8% du PIB. Donc, de toute façon, pour prendre une comparaison vulgaire, les deux États ne boxent pas dans la même catégorie et la capacité militaire objective de l'Europe est relativement modeste par rapport à cette ambition extraordinaire de gérer tous les conflits de la planète. Ça, c'est la capacité objective. Ensuite, il y a une deuxième capacité, sur laquelle personne ne pense travailler, mais qui me paraît très importante, c'est la capacité perçue. C'est-à-dire, en fait, dans les relations internationales, ce qui compte, c'est pas tant d'être objectivement puissant, c'est d'être perçu comme puissant. Parce que même si vous êtes puissant et qu'on ne vous perçoit pas comme puissant, vous n'êtes plus puissant. Les relations internationales sont marquées par un paradoxe qui oppose l'ultra-souverainisme de fait, le droit international est un droit souverain, mais en même temps l'intersubjectivité réelle du jeu international, c'est-à-dire tout dépend du jugement que les autres portent sur vous. Or, le Pew Center a fait, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, un très intéressant sondage, une très belle enquête dans 44 pays, pour dire qui sont les puissants dans le monde. Et vous n'avez qu'un interrogé sur 3 qui répond l'Europe. C'est-à-dire que pour 2 personnes sur 3 interrogées dans ces 44 pays, l'Europe n'est plus une puissance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Alors évidemment, les États-Unis restent en tête, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a posé 2 questions. Qui est, à votre avis, une puissance aujourd'hui? Alors les États-Unis caracolent en tête, puis ensuite on a posé la question de savoir qui sera puissance dans 25 ans. Alors là, l'Europe ne décolle pas trop, c'est-à-dire elle passe de 33% à 30%. Mais en revanche, la Chine fait un bond spectaculaire en avant. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où, de plus en plus, la puissance européenne n'est pas crédible. Et cette crédibilité de la puissance, moi j'ai toujours rêvé, je lance une offre comme ça, qui est une thèse sur la crédibilité de la puissance. Ça m'intéresserait beaucoup. Même aux États-Unis, il y a très très peu de choses là-dessus. Puis après, vous avez une autre capacité qui est la capacité voulue. Et ça, c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir des ressources de puissance, encore faut-il les utiliser, faut-il avoir la volonté de les utiliser. Alors, si on compare la France et l'Allemagne, par exemple, c'est assez frappant. La France a toujours été, oui, je crois qu'on peut dire toujours, avec des modulations, en situation de, comment dire, overachievement. Ça fait plus chic de le dire en anglais. Il n'y a pas de mot en français, où il y en a un, mais qui est tellement vulgaire que je n'oserais pas l'utiliser dans cette salle, de suraccomplissement, si vous voulez. C'est-à-dire que la France est toujours au-dessus de ses capacités réelles. C'est l'une des marques de sa posture internationale. C'est-à-dire toujours prétendre un peu plus. Moi, je crois que ça s'explique historiquement. J'avais fait une intervention à Blois, au rendez-vous de l'histoire de Blois là-dessus. Je crois que c'est lié à la tradition impériale française, très très vieille tradition impériale qui, effectivement, conduit à cet overachievement. Alors l'Allemagne a une tradition impériale, c'est le moins qu'on puisse dire, seulement, justement, elle se définit contre cette tradition impériale. Et c'est intéressant de voir dans le match franco-allemand que l'Allemagne est plutôt en underachievement, là où la France est en overachievement.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a maintenant toute une théorie, que je trouve d'ailleurs assez intéressante, qui consiste à dire plus il y aura de décalage entre la capacité économique de l'Allemagne et de la France, et plus la France surinvestira dans le militaire, pour montrer à Mme Merkel, tu es peut-être très forte sur le plan économique, mais nous, on est des costauds sur le plan militaire. Bon. Et ça, c'est tout un débat, parce que ce n'est pas seulement le couple franco-allemand qui vient à être sollicité par cette question de la capacité voulue. C'est toute une façon pour les Européens de reconstruire leur rôle dans l'Europe. Et si vous interrogez le modèle britannique, si vous interrogez le modèle allemand, si vous interrogez le modèle français, donc, mais aussi si vous interrogez le modèle italien, espagnol, etc., vous verrez qu'il y a en même temps tout un récit sur ce que l'on était et quand même toute une série de volontés et d'affirmations sur ce que l'on entend être. Et là, de ce point de vue-là, la dissonance est totale. Si bien que quand il y a des débats à l'intérieur de l'Europe sur l'intervention, par exemple, eh bien, nous sommes dans une situation de totale cacophonie. Et puis, et ça m'amènera à ma troisième contradiction, il y a la capacité réelle. C'est-à-dire, la capacité réelle, c'est les résultats. C'est-à-dire, à quoi sert d'être capable si on n'a pas de résultats? Alors bon, j'avais fait en son temps un livre qui avait été fort décrié lorsqu'il est sorti en 2004, et au contraire taxé de banal quand il est ressorti en poche il y a quelque temps, c'est marrant d'ailleurs, qui s'appelait L'impuissance de la puissance. Dans la mesure où ce qui me paraît tout à fait central et important dans cette question du positionnement dans le monde, c'est que la puissance aujourd'hui ne peut pratiquement plus grand-chose. C'est quand même assez remarquable de voir que les États-Unis n'ont pas réussi à gagner une guerre depuis la guerre de Corée, et encore je tiens celle-ci pour exceptionnelle, pour particulière, ce qui n'est pas tout à fait exact, parce que les États-Unis ont gagné une guerre quand même dans cette période post-45, c'est la guerre contre Grenade, où quand même la superpuissance américaine a réussi à battre une armée de 89 hommes, ce qui est une prouesse, n'est-ce pas? Mais face aux échecs successifs, c'est-à-dire Vietnam, Afghanistan, Somalie, Afghanistan, Irak, Libye, etc., se pose une question de la capacité de la puissance. Et derrière la question de la capacité de la puissance apparaît un grand problème qui est la nature nouvelle des conflits qui marquent, qui affectent la planète aujourd'hui. J'ai fait un petit papier tout récemment sur les nouveaux conflits internationaux ne sont pas des guerres. C'est-à-dire on ne peut plus employer le terme guerre. J'ai rien inventé là-dessus parce que c'est un thème qui est très actuel dans le débat. Vous avez peut-être entendu parler de ce très important livre de Mary Kaldor, New and Old Wars, qui est un ouvrage qui a en quelque sorte lancé le débat en 1999, suite à la guerre de Yougoslavie d'ailleurs, c'est ça qui avait, au premier temps, fait bouger Mary Kaldor, professeur à la LSI. Et puis vous avez beaucoup d'autres auteurs, comme Munkler par exemple, qui a repris ce débat. Donc c'est un débat très vif, mais sans entrer dans les détails, disons que la guerre, dans notre histoire, renvoie d'abord à l'adage célèbre de Charles Tilly, War Making, State Making, c'est-à-dire le lien intime qu'il y a dans notre historicité entre guerre et État, suppose donc une compétition entre États, suppose un affrontement d'armées, suppose un champ de bataille, suppose une construction de la notion d'ennemi et suppose, dans une logique purement clausewitzienne, qu'à un moment donné, l'un ou les acteurs belligérants considèrent qu'il est plus avantageux pour eux de conclure la paix que de poursuivre la guerre. Or, rien de ces ingrédients ne se retrouve dans les formes nouvelles de conflictualité. D'abord, énorme rupture, qui explique, à mon avis, les difficultés que rencontre l'Europe aujourd'hui face à cette question. La guerre n'est plus une compétition de puissance,
ce qu'elle a été en gros de Westphalie jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre est une compétition de faiblesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'abord regardez la carte, l'Europe n'est plus le champ de bataille du monde, la conflictualité vient glisser vers des espaces qui sont très exactement ceux des pays qui ont le plus bas score d'IDH, d'indice de développement humain. C'est quand même assez frappant. La queue d'IDH, c'est la Somalie, c'est le Mali, c'est la RDC, c'est la Sierra Leone, c'est le Libéria, et en Asie, 2 pays, comme par hasard, le Yémen et l'Afghanistan. Ça évoque quand même quelque chose. La guerre n'est plus liée à la croissance de l'État comme elle l'était dans notre histoire, mais est liée au contraire à la décomposition de l'État et à la décomposition des sociétés, c'est-à-dire que ce sont des guerres de décomposition, et surtout, et là on est au centre des douleurs que sont les nôtres aujourd'hui, depuis le 7 janvier et depuis le 13 novembre, surtout, ces guerres ne sont plus des guerres de champ de bataille, puisque ce qui caractérise, disons, la question liée à l'usage de la violence internationale autour de Daesh, c'est que le principal champ de bataille de Daesh, c'est sous nos pieds. C'est-à-dire que si nous prenons les événements du 7 janvier ou du 13 novembre, les acteurs opérateurs sont ici. Ils ne sont pas là-bas. Ce qui d'ailleurs remise complètement l'argument fallacieux qui consiste à dire qu'il faut aller faire la guerre en Mésopotamie pour avoir la sécurité en France. Non. On est dans un double mouvement qu'on étudie mal, qui est la simultanéité, la pluralité des champs de bataille, et surtout le fait que les champs de bataille sont suscités davantage par les sociétés et les acteurs sociaux que par les États et la confrontation des États. Et ça, c'est quelque chose que nous ne savons pas traiter. Et une chose, soit dit en passant, dont le pire des traitements consiste à aller frapper sur le terrain mésopotamien. Pourquoi ? Parce que ça, c'est la stratégie de l'entrepreneur de violence. L'entrepreneur de violence a besoin que son marché de violence soit alimenté par la confrontation, et si la confrontation vient en plus de l'infidèle, ou de l'occidental, ou de l'impie, ou de tout ce que vous voulez, eh bien, effectivement, il est au maximum de ses possibilités. D'ailleurs, comment interpréter autrement cette horreur qu'a été l'exécution, la décapitation médiatisée de James Foley, autrement que pour convaincre un Barack Obama réticent d'entrer dans le jeu. Car comment un président des États-Unis pourrait ne pas réagir lorsqu'un citoyen américain est décapité en direct sous les caméras? Là, c'est très très intéressant parce qu'on voit bien comment la gestion de la violence est presque l'inverse du modèle guerrier. Donc vous voyez, tout ça, ça fait beaucoup de contradictions. Et ces contradictions, en même temps, expliquent, je dirais, les réticences de l'Europe. Hein, reluctant actor, c'est vraiment presque caricatural de cette notion. L'Europe elle-même est d'autant plus divisée que la connaissance de la bonne stratégie face à ces violences nouvelles est faible. C'est-à-dire que personne ne peut prétendre avoir la solution, le truc qui s'imposerait, n'est-ce pas? Que donc le débat est fort, que les opinions publiques en Europe sont extraordinairement divergentes, c'est-à-dire tous les sondages montrent que la posture de l'opinion publique allemande par rapport à celle de l'opinion publique britannique ou de l'opinion publique française ou italienne ou espagnole sont totalement différentes, que la crise institutionnelle de l'Europe a complètement bloqué l'idée de la construction d'une politique européenne de sécurité et de défense. Et ça, c'est encore un autre paramètre. Et enfin, troisième paramètre qu'il ne faut jamais négliger, c'est que les circonstances même de l'élargissement de l'Europe tel qu'intervenu en 2004 mettaient un terme définitif à l'idée d'une diplomatie européenne unique. Alors, pas si j'entre dans les détails ici,
mais il faut toujours avoir en tête une chose qui est très mal vue, à mon avis assez mal rapportée par l'analyse, c'est que le général de Gaulle soutenait fortement le projet d'une Europe à 6, dont il a été le véritable initiateur. L'idée de Gaulle, c'était de dire, sans le charbon allemand, on ne peut pas reconstruire l'Europe. Le charbon français plus le charbon anglais ne suffisent pas à la reconstruction, donc on a besoin du charbon allemand, donc on a besoin de la CK, et l'affaire a été lancée. Mais surtout, la grande idée du général de Gaulle, c'était de dire qu'une Europe à 6 serait gouvernée par la diplomatie française. Pourquoi? C'est très simple. Ce n'est pas l'Allemagne qui, à la fin des années 50, allait devenir le leader de la diplomatie européenne. Et pour les mêmes raisons, ce n'était pas l'Italie non plus. Quant au Benelux, sans vouloir faire de la peine à personne, aucun des trois États n'était porteur d'une capacité diplomatique réelle. Donc dans la tête du général de Gaulle, c'était très clair. La France, dans une Europe à 6, serait le leader sur le plan diplomatique. Le reste, ça l'intéressait beaucoup moins. D'où son hostilité foncière à l'entrée de la Grande-Bretagne dans l'Europe, parce qu'à ce moment-là, cette équation simple risquait d'être malmenée. Sans quoi il avait probablement tort, parce que de toute façon, jamais les Britanniques n'ont cherché à s'insérer dans une diplomatie européenne. Mais à partir du moment où ils étaient dans l'Europe, le fait qu'ils ne s'insèrent pas dans une diplomatie européenne venait ainsi affaiblir l'idée d'une diplomatie européenne. L'idée, elle a parfaitement marché, l'idée gaulienne, jusqu'en 2004. En 1999, il ne faut quand même pas oublier que la France dicte la fameuse déclaration de Berlin sur le conflit israélo-palestinien. C'est la France qui l'a rédigée et qui l'a... Donc, aujourd'hui, à partir de 2004, et le test irakien a été parfait de ce point de vue-là, rappelez-vous le fameux papier furibard de Chirac disant ils ont perdu une bonne occasion de se taire, c'est-à-dire l'entrée effectivement de ces nouveaux États dans l'Europe a complètement cassé l'idée d'une unification diplomatique. Alors je termine juste, parce que j'étais un petit peu plus long que prévu, mais ça je m'en doutais, sur, je vous disais, des contradictions et des malaises. Alors les malaises, je ne vais pas détailler, mais je voudrais juste vous montrer tous les malaises qu'il y a face à l'insertion dans une logique dite guerrière au Moyen-Orient. D'abord parce que ce n'est pas une guerre, et ça on ne sait pas faire. On ne sait pas comment. On ne peut pas s'attaquer à des acteurs sociaux par des canons. Voilà. Moi j'ai tendance à dire que les NCI, les nouveaux conflits internationaux, ne peuvent être traités que par un traitement social, le traitement social des NCI. C'est-à-dire enlever à Daesh sa clientèle. Bon, ça peut jouer sur le moyen et le long terme, ce qui veut dire qu'il ne faut pas pour autant différer la mise en marche de ce traitement social. Mais dans l'immédiat, on ne sait pas faire. Il ne faut pas se cacher le petit doigt. Je veux dire, face à Daesh, on est comme certains médecins qui disent « Écoutez, vous avez une sale maladie parce qu'on ne sait pas la soigner. » Bon, ben voilà, on est là. Et notamment, je ne développe pas, mais on ne sait pas faire jouer l'intervention, la responsabilité de protéger, la R2P. On ne sait pas faire. Et la preuve, c'est qu'on n'a jamais réussi à bien faire. Deuxièmement, il est extrêmement difficile d'entrer dans un jeu martial sans leadership. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire. C'est-à-dire, toute coalition suppose un leader. Les États-Unis ne sont plus... alors, il y a eu cette doctrine intéressante du leader from behind, là-bas, et maintenant, on est plus dans une logique de retrait. Troisièmement, le troisième malaise, on ne sait pas se comporter face à un conflit qui n'est plus schmittien. Vous savez ce que c'est qu'un conflit schmittien? C'est un conflit où l'identification ami-ennemi est claire. Or, le conflit nord-mésopotamien, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, il est parti d'Irak, ce conflit. Il n'est pas parti de Syrie. Il est parti d'Irak. C'est pour ça que dire que Daesh, c'est une fabrication de Bachar est faux. C'est une fabrication de l'effondrement de l'État irakien. Et si Daesh est l'ennemi, et à mon sens, on ne peut pas être un ennemi au sens schmittien du terme quand on n'est pas un État, mais ça c'est un sujet de disserte, ça va. Mais si Daesh est l'ennemi, logiquement, les amis de Daesh devraient être les ennemis. Vous êtes bien d'accord? Donc l'Arabie Saoudite devrait être un ennemi. Ça ne va pas. Bon. Les ennemis
de nos ennemis devraient être nos amis. Donc ça veut dire que nos meilleurs amis en ce moment, c'est le Hezbollah et l'Iran. Ça ne va pas. On pourrait continuer à jouer à ce petit jeu-là. Si les ennemis de nos ennemis sont nos amis, alors les Russes sont de grands amis aussi. D'ailleurs, c'est assez marrant, puisque le Charles de Gaulle est escorté par des bateaux de guerre russes, alors qu'il y a quelques mois, on refusait de leur vendre des bateaux que l'on avait construits pour eux. C'est à se flinguer, ce truc-là. Hein. C'est vraiment... bon. Ça, à mon avis, c'est pas seulement de la bêtise. C'est peut-être la bêtise. J'ai toujours cru que la bêtise était très explicative en sciences sociales. Mais c'est surtout la non-transitivité du raisonnement schmittien à des situations conflictuelles qui ne sont pas des guerres et à des champs de bataille qui ne sont pas européens. Et puis je dirais, dernier malaise, pour quand même vous laisser enfin la parole, c'est qu'on ne sait pas faire avec les acteurs locaux. Et c'est normal qu'on ne sache pas faire avec les acteurs locaux, parce que tout notre système repose sur cette idée qui date du Congrès de Vienne de la gouvernance du monde. Donc on n'a pas besoin des acteurs locaux. D'ailleurs, Metternich se fichait pas mal des acteurs locaux, il préférait les supprimer d'ailleurs. Confère Naples, confère la Rhénanie, ou Louis XVIII avec le Trocadéro et tout ce qui s'ensuit. Or, le seul théorème de sciences politiques des relations internationales que je crois vraiment convaincant, c'est un proverbe Bambara. Et ce proverbe Bambara, il est fantastique. N'oubliez pas que les Bambara, c'est le Mali. Le proverbe Bambara, qui date de bien avant la guerre du Mali, dit « On ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence ». Ben, c'est exactement ça le problème de l'intervention. C'est-à-dire, effectivement, donner un statut à l'acteur local qui ne soit pas autre chose que le statut de client. Parce que si vous clientélisez celui dont la solution du conflit dépend, ben vous n'arriverez pas à la solution du conflit. Et ça, c'est un grand problème. Quand François Hollande a été faire sa tournée pour monter une coalition, il est allé à Moscou, il est allé à Pékin, il est allé à Washington, il a vu l'allemande, il a vu l'anglais, il a vu un acteur local. Quand même un Premier ministre irakien. Bon, le président syrien, on ne va pas parler avec lui. Mais il y a aussi un roi en Arabie Saoudite. Il y a, plus que l'Arabie Saoudite, un acteur qui joue un rôle encore plus important, c'est le roi de Jordanie. On a été les voir, ces gens-là. Bon. Et ça, le problème du statut de l'acteur local, c'est un grand problème, effectivement, des relations internationales. Alors voilà.